Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins tentent quotidiennement de relativiser la figure du despote en compagnie de Jean Danielou, Mathilde Wagman, Valentin Schmitt, Géraldine Mosna-Savoie et Marianne Chassor, à la lecture princière des textes cette semaine Jean-Louis Jacopin, à la réalisation d'Hydrocienne, un maître d'œuvre Rafik Zénine, accompagné de deux preneurs de son qui réconcilient le XVIIIe siècle et le XXIe siècle, Benjamin Thuot et Alexandre Martin. Oui, on a une très belle collaboration avec l'Université de Chicago qui a mis sur le net l'ensemble de l'encyclopédie. Et donc on a un travail avec eux qui va nous permettre d'utiliser l'ensemble de leurs branches. Et le professeur qui dirige ça, qui est le professeur Robert Morisset, est venu à Langres faire une conférence dessus. Et sur en particulier un élément qui est extrêmement intéressant, c'est ils ont utilisé en fait l'encyclopédie comme étant un modèle aujourd'hui d'arbre des connaissances pour le web. C'est-à-dire aujourd'hui les milliards d'informations. Ce qui est important, c'est pas de savoir cette collection, c'est comment on va naviguer dedans. Et par exemple, il y a un travail très intéressant qui a été fait, qui a été de comparer aujourd'hui, quand vous prenez l'encyclopédie, soit vous naviguez dedans avec les renvois qui sont au bas de chaque article, soit vous y naviguez par l'hypertexte. Et vous voyez bien qu'en fait, le parcours n'est absolument pas le même, et que Diderot a introduit dans ses renvois des parcours philosophiques, en particulier sur ce qui concerne la religion, faisant passer par des détours et des articles que naturellement vous n'avez pas si vous prenez l'hypertexte. Et donc c'est intéressant de voir aujourd'hui comment on peut utiliser ce modèle pour justement créer une arborisation des connaissances. Et nous, on veut que ce ne soit pas simplement voir une belle encyclopédie un peu poussiéreuse, mais c'est de voir comment aujourd'hui elle peut nous aider à être un modèle pour essayer d'utiliser les connaissances, de naviguer au milieu de connaissances. Donc ce travail avec Chicago, on a vraiment envie de le poursuivre. On était très heureux que Robert Morisset vienne ici. Et c'est quelque chose. Donc il nous a donné les droits d'utilisation de l'Université de Chicago. Et on espère bien pouvoir. Et puis c'est amusant d'une petite ville comme Langres de voir qu'on est avec cette très puissante université américaine. Voilà, c'est intéressant. Dernier temps déjà de notre semaine sur Diderot philosophe. 300 ans, presque jour pour jour après sa naissance, Diderot est plus vivant que jamais au sein de la ville de Langres, sa ville natale, où s'ouvre ces jours-ci la Maison des Lumières, en l'honneur du philosophe, et où les nouveaux chemins sont allés enregistrer la semaine dernière 4 émissions, avec les meilleurs spécialistes de Diderot. Cette semaine est organisée en partenariat avec Philosophie Magazine qui vous propose ce mois-ci un dossier spécial consacré à Diderot. Diderot philosophe, c'est un parti pris. Mais si vous avez écouté Annie Ibrahim lundi vous parler du matérialisme éclectique, Dominique Lecourt mardi évoquait l'animal selon Diderot, et François Pépin hier explorait la chimie et la digestion dans les textes du penseur, vous comprendrez dans un instant, grâce à Colas Duflot qui vient défendre un Diderot penseur politique, qu'en plus d'être philosophe, Diderot était un génie de l'indisciplinarité. Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel, et chaque individu de la même espèce a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de la raison. Si la nature a établi quelque autorité, c'est la puissance paternelle. Mais la puissance paternelle a ses bornes, et dans l'état de nature, elle finirait aussitôt que les enfants seraient en état de se conduire. Toute autre autorité vient d'une autre origine que de la nature. Qu'on examine bien, et on la fera toujours remonter à l'une de ces deux sources. Ou la force et la violence de celui qui s'en est emparé, ou le consentement de ceux qui s'y sont soumis par un contrat fait ou supposé entre eux, et celui à qui ils ont déféré l'autorité. C'est un texte subversif, assurément, si on pense au pouvoir absolu, mais qui, somme toute, ne dépasse pas trop les limites de la réflexion des juristes du droit naturel, comme Grotius, Pufendorf, depuis les monarchomaques du XVIe siècle, qui estimaient en effet qu'il y avait un contrat entre le peuple détenteur à l'origine du pouvoir, qu'il transmet à un chef. Mais vous remarquerez aussi que nous sommes dans un texte de 1751 et qu'il est étonnant, enfin, pas tellement étonnant à la réflexion faite, d'entendre dans ce texte des phrases qui pourraient tout aussi bien être écrites par Rousseau.
C'est l'époque où ces deux hommes vivent dans une profonde communauté intellectuelle. Et c'est pour ça que dans les premières œuvres de Rousseau et de Diderot, on trouve souvent jusqu'à des phrases qui sont pratiquement les mêmes. Et du reste, il y a dans l'encyclopédie un article politique de Rousseau, plus dur d'ailleurs que celui de Diderot, qui est économie politique, et où là aussi, il parle de la souveraineté du peuple, de la volonté générale, etc. Il s'intéresse à la politique, il s'en occupe, il en voit les défauts, les réformes nécessaires. Enfin, c'est pas Rousseau, c'est un autre homme, c'est un autre système de pensée. Bonjour Colette Duflo. Bonjour Adèle. Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Nous avons le plaisir de vous accueillir ici dans la salle d'honneur de la mairie de Langres à l'occasion du tricentenaire de la naissance de Diderot. Vous êtes déjà venu sur les nouveaux chemins de la connaissance il n'y a pas si longtemps que ça, en juillet dernier, mais je rappelle quand même que vous enseignez la littérature et l'histoire des idées du XVIIIe siècle, notamment à l'université Paris-Ouest Nanterre, que vous êtes l'auteur, et c'est plus en phase avec notre sujet, d'un Diderot philosophe, publié aux éditions Honoré Champion et reparu récemment en poche, et l'auteur également d'un ouvrage tout récent qui vient de sortir au CNRS Éditions, d'un Diderot du matérialisme à la politique. Nous voici donc de plein pied dans le sujet du jour, Diderot politique. Êtes-vous d'accord, Colette Duflo, avec Raymond Trousson, dont on a entendu la voix, juste après la lecture de l'article « Autorité politique » de l'encyclopédie, lorsque celui-ci affirme que la pensée politique de Diderot est très proche, voire même identique, de celle d'un Rousseau qui, pour le coup, a une philosophie politique incontestable, alors que celle de Diderot est beaucoup moins connue? Tout d'abord, c'est très émouvant d'entendre la voix de Raymond Trousson, récemment disparu, grand spécialiste du XVIIIe siècle, de Rousseau et de Diderot. Et sur le fond, en 1751, c'est le premier volume de l'encyclopédie. Sur le fond, il a parfaitement raison. Le vocabulaire utilisé ici est le vocabulaire du droit naturel, et c'est celui de Diderot en 1751. Ça aurait pu être un texte de Rousseau, en effet. Alors, ce qui se passe, c'est que par la suite, en fait très vite, les chemins de pensée entre ces deux auteurs vont diverger, y compris sur le plan politique. Notamment, une chose est très frappante, c'est que Rousseau s'intéresse beaucoup à la question du contrat, c'est-à-dire la fondation de la société politique dans un contrat originaire. Et c'est une question qui n'intéresse quasiment pas Diderot, parce qu'il pense, comme Montesquieu, au fond, que l'homme est un animal sociable, comme les corneilles et autres animaux qui vivent en troupeau, et que d'une certaine façon, il y a une continuité naturelle entre le troupeau, si on peut dire, et la société, même si la société politique est évidemment une chose différente de l'association animale. Donc cette question de l'origine de la société ne l'intéresse pas tellement. Ce qui l'intéresse beaucoup plus, ce sont les processus de civilisation. Comme chez moi, au fond, par la suite, on pourrait dire que Diderot se rapproche plus de la pensée de Montesquieu, de qu'est-ce que les mœurs, comment l'histoire nous transforme, quels sont les processus à l'œuvre qui font que nous sommes des sujets de tel et tel régime et non pas de tel autre, etc. Bon, c'est plutôt ça qui va intéresser Diderot. Alors ça, c'est un point de différence. C'est au fond Diderot ne s'intéresse pas à la question de l'origine. C'est une fausse question, je crois, pour lui, même s'il lui arrive d'utiliser le vocabulaire du contrat, puisque lui aussi a été formé dans la tradition du droit naturel. Il y a un autre point qui est plus factuel, c'est Raymond Trousson, il faisait allusion dans la citation qu'on vient d'entendre, c'est le fait que Rousseau écrit des textes politiques qui prennent la forme du traité, comme le contrat social, évidemment. On ne trouve rien de tel chez Diderot, parce qu'au fond, non seulement c'est une pensée différente, mais c'est aussi une pensée différemment exposée. Alors pour des raisons historiques concrètes, c'est le fait que Diderot a été emprisonné à Vincennes, comme chacun sait, à la suite de la lettre sur les aveugles, et qu'il a dû promettre de ne plus rien
n'écrire, de ne plus rien publier, surtout sur tous ces sujets qui l'intéressaient beaucoup, la religion, la morale et la politique. Mais donc, il y a une raison de fait. Il y a aussi le fait que Diderot, au fond, va du coup pratiquer une écriture qui est beaucoup plus clandestine. Hein. Il écrit beaucoup sur la politique, mais de façon anonyme, et surtout, il écrit dans les textes des autres. Et en particulier, à la fin de la vie de Diderot, il y a une série de textes politiques qui sont vraiment intéressants, plus intéressants que les textes de l'encyclopédie, probablement, en tout cas plus propres à Diderot. Et ce sont des textes que Diderot va publier anonymement à l'intérieur d'un livre très important qui est l'Histoire des deux Indes de l'abbé Raynal, qui est une sorte de vaste entreprise collective. Et à l'intérieur de l'Histoire des deux Indes, Diderot glisse des textes qui sont d'une force philosophique et parfois d'une violence remarquable, notamment contre les entreprises de colonisation. Enfin voilà. Alors ça caractérise tout à fait Diderot, le fait qu'au fond, il a une pensée qui n'est pas une pensée systématique de la politique, mais qui est une pensée plutôt en réaction. Enfin, au fond, c'est un analyste. Là où Diderot est le plus intéressant, c'est lorsqu'il analyse ce qui se passe sous ses yeux. Lorsqu'il essaie de penser l'état actuel de la politique, lorsqu'il constate que, par exemple, on a supprimé les parlements. Voilà, qu'est-ce qu'il faut en penser? Voilà. C'est là que Diderot est vraiment intéressant, c'est en tant que philosophe de son actualité politique. Ça voudrait dire que Diderot ne s'intéresse à la politique qu'en tant que commentateur des institutions de son temps pour essayer de prendre la mesure d'une certaine époque, d'une certaine culture, d'une société dans laquelle il vit, mais peut-être qu'il a plus de mal à essayer de proposer un système, d'ailleurs il ne veut pas faire de système, mais une analyse proprement philosophique de la politique, tout simplement parce que le matérialiste qu'il est, peut-il produire une pensée qui impliquerait de faire un saut entre la prise en compte de la matière en mouvement permanent, on l'a vu dans toutes les émissions qui ont précédé celle-ci, et qui ne permet pas de s'arrêter sur un socle stable, et qui ne permet de penser le monde qu'à travers des images, et quelque chose comme l'État, qui pour le coup est une entité qui est peut-être certes mouvante, mais qui a besoin d'une forme de stabilité pour être acquise et pour être pensée. Donc est-ce que finalement la pensée de Diderot ne se donne peut-être pas les moyens pour proposer une philosophie politique à proprement parler? Alors, je serai en désaccord, parce que je pense qu'il y a une philosophie politique. Simplement, nous, modernes, nous, contemporains, pensons que la forme normale de la philosophie, c'est le traité. Le traité scolaire, avec un début, une fin, des attendus, des choses qui se déduisent, etc. Et Diderot a passé sa vie à écrire autre chose que des traités, à inventer des formes de philosophie, justement, dans les marges d'autres auteurs, en dialogue avec d'autres auteurs. Donc il y a une pensée politique de Diderot avec des éléments qu'on peut repérer, hein, mais qui ne prend jamais cette forme du traité ou du système, parce qu'au fond, il y a une grande méfiance chez lui à l'égard de l'engendrement systématique des propositions qu'on pourrait trouver chez d'autres auteurs. Et voilà. Mais il y a bien une pensée politique, mais au fond, on pourrait dire la même chose. Je citais Montesquieu tout à l'heure, on pourrait dire la même chose de Montesquieu, même si chez Montesquieu, il y a en effet un grand traité politique qui est l'Esprit des lois. Et puis, encore une fois, il y a cette impossibilité de publier un traité politique qui fait qu'il va écrire autrement, et plus des textes d'intervention. Aiguise ton crayon, prends ton ébauchoir et montre-leur ton héros sur un cheval fougueux, gravissant ce rocher escarpé qui lui sert de base et chassant la barbarie devant lui. Fais sortir des nappes d'une eau limpide d'entre les fentes de ce rocher. Rassemble ces eaux dans un bassin rustique et sauvage. Pourvois à l'utilité publique sans nuire à la poésie, que je vois la barbarie, les cheveux à demi épars, à demi nattés, le corps couvert d'une peau de bête, tournant ses yeux hagards et menaçant ton héros, effrayé et prêt à être foulé sous les pieds de son coursier. Que je vois d'un côté l'amour des peuples, les bras levés vers le législateur, le suivre de l'œil et le combler de bénédictions. Que de l'autre je vois le symbole de la nation couché à terre et jouissant tranquillement de l'aisance du repos et de la sécurité. Que ces figures placées entre les masses escarpées qui formeront ton bassin forment un tout sublime et présente de toutes parts un spectacle intéressant. Ne néglige aucune vérité. Imagine, exécute le plus grand monument qu'il y ait au monde.
Le texte qu'on vient d'entendre, Colas Duflot, est un texte de Diderot, évidemment, qui conseille au sculpteur Falconet sur la façon de s'y prendre pour façonner la statue de Pierre le Grand. Et lorsqu'on lit ce texte attentivement, on y voit ce que vous avez évoqué sans les nommer, les principes peut-être à la base de la pensée politique de Diderot, ce qui nous conforte dans l'idée que Diderot, lorsqu'il pense la politique, procède par image. Et d'ailleurs, on a entendu l'insistance qu'il met sur l'imagination de ce souverain, qui est en fait une figure de despote, n'est-ce pas, Colas Duflot ? Oui, c'est un texte intéressant, d'ailleurs assez révélateur de cette façon d'intervenir dans l'actualité. Catherine II décide de mettre une statue de Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg et elle s'adresse, d'ailleurs sur recommandation de Diderot, si mes souvenirs sont bons, à un des plus grands sculpteurs de l'époque, qui est Falconet. Et Falconet est un ami de Diderot et Diderot lui écrit pour lui expliquer ce que doit être la statue du grand homme. Qu'est-ce qu'un grand homme ? Qu'est-ce qu'on doit célébrer lorsqu'on fait la statue du bon despote ? Alors c'est assez intéressant d'ailleurs de voir que au fil de cette correspondance et au fil du temps, l'image du bon despote va changer chez Diderot. Dans ce texte, on a quand même l'impression que le bon despote est quelque chose de possible. Alors oui, déjà, il faudra s'arrêter là-dessus. Un bon despote, qui nous paraît paradoxal aujourd'hui. Oui, enfin, on pourrait appeler ça le despote éclairé, enfin, ce qui a été un grand thème des Lumières, l'idée qu'on peut avoir un souverain autoritaire, mais qui est autoritaire dans le sens des Lumières. Ce qu'a voulu être Pierre le Grand, les hommes des Lumières, Voltaire en tête, aiment bien raconter que Pierre le Grand a été visiter l'Europe, qu'il a encouragé Leibniz, bref. Qu'il a encouragé des projets d'encyclopédie, qu'il a été le premier à fonder un musée de peinture. Enfin, donc on fait volontiers une image de Pierre le Grand en homme qui va imposer les Lumières de façon certes autoritaire, mais pour transformer un pays barbare. Que les Russes m'excusent, c'était l'imaginaire qu'on avait de la Russie à l'époque. Et donc Pierre le Grand accomplirait, certes de force, mais d'une certaine façon, une mission de civilisation. Et Diderot, comme tous les hommes des Lumières, est assez sensible évidemment à cette image. Et peu à peu, en particulier après son séjour en Russie, puisque Diderot a été largement financé par Catherine II, donc Diderot va en Russie pour remercier Catherine II, fréquente d'assez près Catherine II et sa cour, et revient de cette expérience, comme souvent les philosophes qui fréquentent les souverains d'un peu près, il revient assez amer de cette expérience. Mais enfin, son doute sur la figure du bon despote avait commencé avant, et au fond, la conclusion que Diderot va tirer de cette histoire, c'est qu'au fond, un bon despote, c'est quelque chose de très dangereux, et peut-être de plus dangereux pour la civilisation qu'un mauvais despote, puisque le peuple va s'habituer à s'endormir et à se laisser choyer, se laisser civiliser d'une certaine façon, alors que l'important serait que les gens acquièrent une forme d'autonomie. Et ce qui serait terrible, dit-il à Catherine II, qui donc veut succéder à Pierre le Grand dans cette position de bon despote, et Diderot écrit explicitement à Catherine II que ce qui est encore plus mauvais qu'un bon despote, c'est une succession de bons despotes, comme Catherine II, qui, du coup, vont vraiment endormir le peuple. Et donc empêcher, en réalité, l'avènement des Lumières, parce que les Lumières, c'est pas seulement donner à lire, c'est aussi éveiller la conscience, le goût de l'autonomie, et bref, tous ces thèmes des Lumières que mais là, il y a une vraie évolution de la pensée, dans la pensée de Diderot, puisqu'entre l'extrait de l'autorité politique, l'article de l'encyclopédie qui a ouvert l'émission, et le texte qu'on vient d'entendre, si on avait lu l'autorité politique, l'article en entier, à la fin de l'article, Diderot dit bien qu'il ne faut pas que le peuple se révolte, il y a une forme d'obéissance qui est nécessaire pour une seule raison, qui est celle du maintien de la paix, que tout intérêt d'une société est quand même d'être en paix, et à tout prendre, mettre un despote à la tête de la société est le meilleur moyen de maintenir la paix.
Oui, alors la question du droit de se révolter est de toute façon une question extrêmement compliquée dans la philosophie politique classique. De toute façon, dans l'article « Autorité politique » qui est publié dans l'encyclopédie, donc une publication officielle avec privilège du roi, il est hors de question d'écrire autre chose. Mais de manière générale, Diderot envisage des cas où envisage avec beaucoup d'intérêt, d'ailleurs, justement dans l'histoire des deux Indes, dans les textes qu'il ne signe pas lui-même, il envisage avec beaucoup d'intérêt tous les cas où le peuple dépose son souverain. Mais ça doit quand même rester exceptionnel. Je pense que chez Diderot, comme chez Montesquieu, les hommes des Lumières veulent transformer l'État, veulent changer les mœurs, mais de préférence pas de façon violente. Justement par l'éducation, en transmettant les connaissances, avec tout ce travail de sape qui consiste à faire circuler des textes qui mettent en doute les autorités religieuses, les superstitions. Voilà, il y a tout un travail qui n'est pas le renversement violent. Le renversement violent arrive, mais d'une certaine façon, Hobbes aussi avait théorisé le renversement violent. Quand le peuple n'en peut plus, alors il y a un renversement violent. Mais ça, c'est plutôt caractéristique de l'État despotique. En fait, un bon État, une bonne monarchie devrait être capable de se transformer sans violence. Et les Français ont un modèle pas très loin qui leur donne beaucoup à penser, en particulier au XVIIIe siècle. C'est le modèle anglais. Où en Angleterre, on peut discuter de politique, publier, voilà. Et évidemment, ça. Alors, Diderot est beaucoup plus méfiant à l'égard de ce modèle que ses aînés, mais enfin, c'est évidemment un modèle qui donne à penser, c'est un modèle intéressant, et c'est plutôt comme ça qu'on envisage la transformation de la politique. Donc le modèle anglais est pour Diderot le juste milieu, ou le passage nécessaire entre le bon despote et la révolution, c'est ça. Il faudrait essayer de plus dialoguer pour obtenir un État qui soit à la fois légitime et qui ne soit pas despotique et qui corresponde au bien, enfin, qui soit représentatif du bien du peuple. Une des grandes questions des Lumières, c'est la question des mœurs. Est-ce qu'on peut changer les mœurs ? On peut changer les formes politiques, voilà. Mais comment et alors ça ne peut se faire que par l'éducation et par justement le travail. C'est pour ça que la métaphore des Lumières est là tout le temps. Ce travail d'éclaircissement, qui est le travail de divulgation. L'encyclopédie est un acte politique en ce sens. Il faut divulguer les secrets, dire ce qui est caché, les procédés, les arrière-pensées. Voilà, tout doit être dit. Et au fond, ça, c'est un acte politique, du point de vue de Diderot, plus intéressant que les pamphlets violents qui pullulent depuis la Hollande et vis-à-vis desquels Diderot a à la fois beaucoup d'intérêt, de fascination et quelquefois un peu de méfiance aussi. C'est dans ce sens peut-être que du coup la perspective politique de Diderot est compatible avec sa pensée philosophique. On parlait du matérialisme lundi dernier notamment, et de l'importance que Diderot accorde à l'expérience, y compris d'un point de vue philosophique. Il distingue la philosophie rationnelle de l'autre et la philosophie, disons, plus pratique ou expérimentale, enfin d'un côté puis de l'autre. Avec l'observation politique, Diderot ici met en place des moyens qui sont théoriques, mais qui montrent la nécessité de passer par la pratique pour affirmer quelque chose. Faire l'équivalent d'un contrat social, comme c'est le cas chez Rousseau, serait pour Diderot une manière de tourner le dos à la réalité et à toutes ces thèses proprement matérialistes qu'il avance par ailleurs. Oui, ce qui l'intéresse, c'est plus la transformation, les processus à l'œuvre, ce genre de choses qui se retrouvent en effet dans les textes consacrés. Vous parliez hier de cet intérêt pour la chimie. La digestion, la transformation digestive. Voilà. Bon, et au fond, y compris dans la vie politique, dans l'histoire, ce qui intéresse Diderot, c'est plus les processus de transformation que la question de la fondation, par exemple. Voilà. Oui, on peut faire des parallèles entre sa manière de philosopher dans ce qu'on pourrait appeler sa philosophie fondamentale, ses théories de la matière, et sa manière de philosopher en politique. Alors, justement, un des points intéressants, c'est une communauté de méthodes. C'est l'idée qu'il faut supprimer, au fond, ce qu'on peut appeler une sorte de rasoir
de rasoir d'Occam, mais qu'on pourrait appeler le rasoir de Tahiti, hein, l'idée qu'il faut supprimer les notions inutiles. Et ça, c'est une constante dans sa métaphysique. Hein, voilà, on a deux substances, l'âme spirituelle et la matière. Eh bien, je vais vous montrer qu'une de ces deux substances est inutile et qu'avec la matière, on peut tout expliquer. Au fond, c'est ça le matérialisme. Et en philosophie politique, c'est la même chose. Diderot ne cesse de dire, voilà, nous sommes encombrés de quantité de notions qui nous éloignent de la nature, qui rajoutent des codes et des obligations par-dessus l'obligation naturelle. Et la première chose à faire en politique, c'est de s'interroger sur les mots que nous utilisons, sur ces êtres vides qui nous obligent en même temps, qui deviennent des obligations morales. Voilà. Et il y a une façon comme ça, notamment dans le supplément au voyage de Bougainville, de créer un doute sur nos idées morales, nos idées politiques, justement pour supprimer, au fond, toutes les idées inutiles qui nous encombrent et qui nous égarent. Alors, et les moyens à la disposition de Diderot pour essayer de créer le doute et de faire le tri entre les notions utiles et les notions inutiles, c'est aussi de passer par le recours à l'imagination, on l'a dit avec l'exemple de la statue de Pierre le Grand, mais aussi peut-être parfois de manière plus surprenante par des métaphores qui font le lien et montrent la continuité entre le matérialisme philosophique et sa pensée politique. C'est le cas de l'exemple ou l'image de l'araignée dans le rêve de d'Alembert. Écoutez. Chaque fil du réseau sensible peut être blessé ou chatouillé sur toute sa longueur. Le plaisir ou la douleur est là ou là, dans un endroit ou dans un autre, de quelqu'une des longues pattes de mon araignée, car j'en reviens toujours à mon araignée, que c'est l'araignée qui est à l'origine commune de toutes les pattes et qui rapporte à tel ou tel endroit la douleur ou le plaisir sans l'éprouver. Que c'est le rapport constant, invariable de toutes les impressions à cette origine commune qui constitue l'unité de l'animal. Que c'est la mémoire de toutes ces impressions successives qui fait pour chaque animal l'histoire de sa vie et de son soi. Et que c'est la mémoire et la comparaison qui s'ensuivent nécessairement de toutes ces impressions qui font la pensée et le raisonnement. Et cette comparaison se fait où ? À l'origine du réseau. Et ce réseau ? N'a à son origine aucun sens qui lui soit propre, ne voit point, n'entend point, ne souffre point, il est produit, nourri, il émane d'une substance molle, insensible, inerte, qui lui sert d'oreiller et sur laquelle il siège, écoute, juge et prononce. Dérangez l'origine du faisceau, vous changez l'animal. Il semble qu'il soit là tout entier, tantôt dominant les ramifications, tantôt dominé par elles. Et l'animal est sous le despotisme ou sous l'anarchie ? Sous le despotisme, c'est fort bien dit. L'origine du faisceau commande et tout le reste obéit. L'animal est maître de soi. Sous l'anarchie où tous les filets du réseau sont soulevés contre leur chef et où il n'y a plus d'autorité suprême. À merveille, dans les grands accès de passion, dans les délires, dans les périls imminents, si le maître porte toutes les forces de ses sujets vers un point, l'animal le plus faible montre une force incroyable. Dans les vapeurs, sorte d'anarchie qui nous est si particulière. C'est l'image d'une administration faible où chacun tire à soi l'autorité du maître. Je ne connais qu'un moyen de guérir, il est difficile mais sûr. C'est que l'origine du réseau sensible, cette partie qui constitue le soi, puisse être affectée d'un motif violent de recouvrer son autorité. L'araignée Boris, c'est The Who. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, et c'est la 4e émission que nous consacrons à Diderot, depuis la salle d'honneur de la mairie de Langres, qui nous accueille pour fêter le tricentenaire donc de la naissance de Diderot. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Colas Duflot, auteur d'un ouvrage Diderot philosophe publié aux éditions Honoré Champion, et d'un ouvrage qui vient de sortir, Diderot du matérialisme à la politique, disponible aux éditions du CNRS.
y est, tout le monde est réveillé. Colette Duflot, expliquez-nous le sens de cette métaphore de l'araignée, puisque donc le dialogue que vous avez la gentillesse d'interpréter, donc vous étiez dans le rôle de Bordeaux et moi de Mademoiselle de l'Espinasse, montre que derrière l'image de l'araignée, avec il y a un corps et des pattes qu'elle dirige, on peut y trouver ici une image d'une certaine façon pour la politique de s'incarner dans la société. Oui, alors, ce texte qui est donc un extrait du rêve de d'Alembert a deux caractéristiques du style de Diderot. D'abord, le fait de penser par image, et ensuite le goût des dialogues qui fait tout le charme de cette philosophie, en tout cas de son exposition. Alors ici, on a un cas intéressant où, pour penser le corps et l'homme dans son corps, enfin pour penser l'homme comme animal, Diderot utilise cette image politique. L'homme est sous le despotisme ou sous l'anarchie. Alors le despotisme, c'est quand l'origine du faisceau nerveux, hein, donc le cerveau, disons pour faire vite, Diderot n'emploie pas ce mot, commande, et l'anarchie, c'est tous les phénomènes qui l'intéressent beaucoup dans le rêve de d'Alembert, les phénomènes d'hystérie, de mélancolie, etc. L'anarchie, voilà, c'est quand le faisceau domine l'origine du réseau. Et donc, en effet, oui, il se sert d'image politique pour comprendre. Ça vient du fait que le corps, chez Diderot, est d'emblée conçu comme un groupe d'animaux. Nos organes sont, il le dit après Bordeaux, nos organes sont comme des animaux particuliers et qui font société d'une certaine façon et qui font un grand animal. Alors c'est justement, lorsque tout va bien, ces animaux fonctionnent ensemble, ça fait société, c'est l'esprit de corps, dit Diderot, en comparant alors c'est même une malice de sa part, il compare le corps humain à un couvent. Au fond, il y a esprit de corps, tout va bien, et puis parfois il y a des dérèglements lorsque le corps n'est pas satisfait dans ses besoins, dans ses désirs, et alors les animaux qui composent le corps s'en vont chacun dans son coin, et alors là évidemment rien ne va plus. Alors la question qu'on pourrait poser évidemment, c'est est-ce qu'inversement on peut servir d'image matérielle pour penser la politique? Enfin, est-ce que le passage peut se faire? Est-ce qu'il y a une continuité entre le matérialisme de Diderot et sa pensée politique? C'est ça, y a-t-il un saut ici vers la théorie ou est-il fidèle à son matérialisme? D'abord, Diderot est toujours très prudent. Le matérialisme, il le rappelle régulièrement à d'autres auteurs matérialistes, ses amis ou ses contemporains. C'est une hypothèse. Et donc, Diderot évite toujours les sauts, les façons de réaliser l'hypothèse de façon trop peu appuyée. Voilà. En revanche, le lien à la politique, outre cette méthode que j'expliquais tout à l'heure, hein, qui consiste à se débarrasser de tous les êtres inutiles, le lien à la politique, c'est que si on doit faire une politique, elle doit être fondée sur la nature humaine. Et le grand problème de nos sociétés, Diderot, c'est qu'au fond, nous avons des idées morales et politiques qui ne sont pas fondées sur la nature humaine, mais qui sont fondées dans des commandements théologiques, etc. Bref, dans une anthropologie fausse. Donc il faut partir d'une bonne compréhension de l'homme pour faire une bonne politique qui nous convienne, au fond. Mais pour bien comprendre l'homme, évidemment, il ne faut pas s'embarrasser d'êtres inutiles, comme l'idée que l'homme aurait une âme spirituelle, qu'il devrait réaliser pleinement dans une vie future, etc. Bref, il faut se débarrasser de tout cet imaginaire pour pouvoir avoir une compréhension saine de l'homme, et avoir une compréhension saine de la société, et puis à partir de là, on peut penser, justement, à partir de là, on peut penser la société. Donc il y a bien un lien, si vous voulez, entre le matérialisme comme théorie qui amène à une anthropologie et la politique. Mais Diderot est très prudent, toujours, enfin, éviterait de faire le genre de raccourci que je viens de faire de façon scolaire. Diderot n'est pas scolaire. Oui, mais surtout, vous avez 50 minutes quand Diderot avait toute la vie pour écrire son encyclopédie. Et il se méfie
de ce type de... Il y a toujours quelque chose, justement, c'est l'esprit dialogique de Diderot, il y a toujours quelque chose dans les textes de Diderot qui vient créer un doute dès qu'il y a ce genre de raccourci un peu trop rapide, qui vient dire « Ah oui, mais là, on s'avance » ou « là, attention, on dit des choses, mais ce sont des hypothèses » ou ouais, il y a toujours un personnage qui vient contredire celui qui voudrait poser des thèses et faire le professeur. Bon, voilà, alors je vais jouer mon rôle, je vais vous contredire Colas Duflot, ou en tout cas, plutôt vous proposer une hypothèse. Si Diderot, ce qui l'intéresse d'abord, ce serait de proposer, si je vous ai bien compris, une anthropologie pour pouvoir fonder une politique, c'est-à-dire connaître l'homme avant de proposer une pensée politique, il ne s'en tient pas pour autant à une simple description de la société, ni à une étude des mœurs. J'en veux pour preuve notamment l'exemple de l'araignée, j'y reviens, que nous avons pris, puisque s'il prend l'image de l'araignée pour penser à un système politique, c'est bien qu'il prend en compte aussi la notion même de pouvoir. L'araignée montre qu'il y a quelqu'un qui doit diriger ses différents membres. Vous avez dit que le corps humain pour Diderot était comme autant d'animaux qui parfois étaient coordonnés, parfois pas. La question qu'il y a derrière ça, alors on en revient peut-être au despote, mais c'est la question du souverain et donc de la légitimation de l'autorité pour gouverner un pays qui est fait de différents membres, justement. Oui, mais il n'en va pas du corps humain comme de la société. C'est bien pour ça que je pose la question. Comment passe-t-il du coup à l'étude du souverain ? Au sens où dans le corps humain, il est clair qu'il doit y avoir un ordre et que le cerveau doit commander, disons, tandis que dans la société, comme le disait l'article « Autorité politique » par lequel nous avons commencé, personne n'a naturellement le droit de commander aux autres. Et donc, s'il doit y avoir délégation de pouvoir, elle doit être faite justement dans le cadre d'une société politique où chacun conserve sa liberté politique et donc sa capacité d'agir, de dire ce qu'il en pense, enfin, etc. Bon, c'est le genre de choses qu'on trouverait là encore, chez d'autres auteurs des Lumières. Hein, à cette différence près, que c'est une citation que j'ai trouvée dans votre livre, Colas Duflot, Diderot philosophe, dans une lettre à Paul Landois du 29 juin 1756, Rousseau écrit ceci. Non, Diderot. Quel lapsus. Et justement, en plus d'aller voir, peut-être il s'oppose complètement à Rousseau sur ce point-là. Diderot écrit « Regardez-y de près, et vous verrez que le mot liberté est un mot vide de sens, qu'il n'y a point et qu'il ne peut pas y avoir d'être libre, que nous ne sommes que ce qui convient à l'ordre général, à l'organisation, à l'éducation, à la chaîne des événements. Ce qui nous trompe, c'est la prodigieuse variété de nos actions jointes à l'habitude que nous avons prise, tout en naissant de confondre le volontaire avec le libre. » Donc l'homme ne serait pas libre. Alors comment proposer une pensée politique et une anthropologie qui respecterait la liberté de tout un chacun si la liberté même est un mot vide de sens, Colas Duflot? Ah oui, alors vous faites bien de poser la question parce que justement il faut distinguer la liberté métaphysique et la liberté politique. Pour donner un exemple parlant, la liberté politique, c'est une liberté qui prend les formes permises par la loi. Par exemple, la liberté politique aux précédentes élections consistait à avoir le droit de voter au second tour entre le candidat socialiste et le candidat de l'UMP. Et ça, c'est la forme de ma liberté politique dans la démocratie française. Et je suis libre tant que je peux faire ça, et je n'aurais pas été libre si quelqu'un avait placé une caméra dans le bureau de vote. Ça, c'est la liberté politique. C'est le fait qu'il y a des règles du jeu dans lesquelles je peux accomplir mon action. Ensuite, les raisons, mais il ne faut pas confondre liberté politique et liberté métaphysique. Les raisons pour lesquelles je vais voter pour le candidat socialiste ou pour le candidat de l'UMP, ces raisons sont tout à fait déterminées, du moins si on suit Diderot, et nous le savons plus ou moins. Si je vote pour tel ou tel candidat, c'est le résultat de ma position dans l'échelle sociale, c'est le résultat de la formation politique que j'ai reçue, c'est déterminé par le vote de mes parents, c'est déterminé par mon humeur ce jour-là, le téléfilm que j'ai regardé la veille, etc. Bref, les raisons pour lesquelles nous votons pour tel ou tel candidat sont entièrement déterminées. C'est-à-dire, si je prends le point de vue de Diderot, selon lequel il n'y a pas de liberté métaphysique. Je vote pour des raisons que je connais d'ailleurs, la plupart du temps. Je ne vote pas au hasard, donc je n'ai pas besoin d'une liberté métaphysique pour penser la liberté politique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut croire à l'un et à l'autre, mais de toute façon, les deux sont déconnectés. Je peux avoir une liberté métaphysique complète si j'y crois
dans un cachot, dirait Rousseau. Inversement, je peux parler de liberté politique alors que je ne crois pas à la liberté métaphysique. C'est les deux choses doivent être, au fond, c'est une homonymie, mais ça n'a pas de rapport. Pour Diderot. Mais alors comment le penseur du hasard qu'est Diderot, ce penseur de cette espèce de matérialisme de la rencontre, disait Annie Ibrahim lundi dernier, peut-il affirmer par ailleurs qu'il n'y a pas de liberté métaphysique ? Est-ce que ça veut dire qu'ici il se situe finalement, comme Spinoza, dans une forme d'illusion du libre arbitre qui n'implique pas une forme de liberté formelle protégée par la politique, comme la liberté de voter pour qui l'on veut, mais pour qui finalement la liberté ne serait que l'ignorance des causes qui nous déterminent. Oui, enfin, c'est dans la lettre à Landois, justement, il dit bien que je me crois libre parce que j'ignore les causes qui me font agir. Et au fond, Diderot s'inscrit là dans une tradition spinoziste, mais on pourrait dire qu'il la pousse plus loin, en tout cas qu'il la développe, en particulier sur le plan des images utilisées. Mais ce à quoi Diderot va s'attaquer notamment, c'est à l'idée de volonté libre. Au fond, il y a des textes du Rêve de d'Alembert qui vont bien dans ce sens. Il y a beaucoup moins de volonté qu'on croit. Et Diderot parle à son ami d'Alembert, enfin ce sont les personnages de Diderot et d'Alembert, et d'Alembert défend la liberté, et Diderot lui dit « Mais enfin, voyons, vous vous êtes levé ce matin, et qu'est-ce que vous avez fait ? Maintenant, vous disputez de la liberté avec moi, avec vos amis, mais avant ça, vous avez repris le problème que vous commenciez la veille, et puis vous vous êtes souvenu que vous aviez une lettre à poster, et puis etc. » Et bref, il dresse un portrait qui est le portrait de nous, de tout un chacun. Au fond, nous sommes traversés par quantité de causes qui nous sommes pris dans des réseaux de causalité, alors qu'ils sont multiples, qui font que nous avons l'impression de choisir lorsque nous sommes à la machine à café, entre le café avec du sucre et sans sucre. Mais au fond, les raisons pour lesquelles je choisis sont évidemment déterminées par l'état de mon corps, par mes habitudes, par la bonne résolution que j'ai prise de prendre moins de sucre, etc. Bref, à aucun moment, dit Diderot, il y a un acte qui supposerait une volonté libre. C'est ce qu'on appelle le fatalisme de Diderot. Voilà, ce qu'on appelle fatalisme. Alors, ça crée beaucoup de contresens et de malentendus, parce que le mot fatalisme a pris un sens un peu triste aujourd'hui. On a l'impression que le fataliste, c'est celui qui se lamente. Mais chez Diderot, c'est très joyeux. Ça consiste à dire qu'il n'y a pas d'effet sans cause, tout simplement. Au fond, nous sommes le résultat de toutes les causes qui font que nous sommes ce que nous sommes. Et si nous faisions autre chose, nous serions différents. Et Jacques en tire des conséquences très positives. Ça permet de n'avoir pas de remords une fois l'action faite, mais ça n'empêche pas d'être prudent. Et le portrait que Diderot fait de Jacques, le personnage, est très intéressant de ce point de vue. Mais en même temps, Jacques le fataliste, c'est un très bon exemple parce que Diderot montre bien que la façon dont on vit n'est pas entièrement conséquente avec les principes qu'on a, même si ces principes sont vrais. Diderot est vraiment fataliste, ce qui n'empêche pas, comme Jacques, ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'être prudent, de se mettre en colère contre le méchant, alors que le méchant est totalement déterminé, lui aussi, etc. Bon, mais au fond, on vit mieux quand on est fataliste, pense Diderot, plus heureux probablement, mais on vit quand même comme tout le monde. Merci Colette Duflot. Merci à vous, public nombreux, qui êtes encore là, qui êtes resté jusqu'au bout. Merci au maire de Langres, Didier Loiseau, au conservateur du patrimoine Olivier Caumont, à Yves Chevalier et toute l'équipe du Cheval Blanc, ainsi qu'aux habitants de Langres pour leur accueil chaleureux.
Encore 2 minutes papillon. Comment Diderot joue-t-il avec les mots ? Géraldine Mosna-Savoie est allée interroger les comédiennes Christelle Reboul et Marie-Laurence Tartas, qui interprètent la religieuse de Diderot au Théâtre du Ranelagh jusqu'au 31 décembre. Un spectacle à ne pas rater. À Monsieur Manoury, avocat. Monsieur, dans la détresse où je me trouve, c'est à vous que je m'adresse. Mon père était avocat. Il avait épousé ma mère dans un âge assez avancé. Il en eut 3 filles. Il avait sur le texte, combien il y a en fait, c'est truffé de didascalie. C'est-à-dire que il met en scène tous les personnages, il nomme même la lumière, la température, le feu qui éclaire la main droite et pas la main gauche, des métaphores. Tout d'un coup, les robes des religieux, ça devient une volière. Voilà. Donc tout est son, tout est kinesthésique. Voilà, dans l'œuvre de Diderot. Non, mais c'est parce je pense qu'il était physiquement impliqué dans la vie, Diderot. Enfin, je sais pas, je le connaissais pas, mais je pense que si je l'avais connu, je l'aurais épousé, parce que non, mais je pense que c'était un homme charnel, puissant, et parce qu'il était, je pense, complètement incarné dans la vie. Donc tout ce qu'il écrit est forcément profondément charnel. Voilà. Oui, la religieuse, c'était, il rêvait en fait de faire du théâtre, Diderot, et c'est un roman à la première personne, et donc il s'est mis dans la peau d'une femme, de cette jeune femme. Il est lui-même cette jeune femme. Donc on est déjà dans une démarche de personnage et d'incarnation. Il utilise notamment les mots que cette femme aurait pu dire, aurait pu penser, et il va jusqu'à un ami. En fait, un jour, il écrivait, et un ami le surprend en train de pleurer, et cet ami lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive Denis ?» et il répond je pleure sur un conte que je me fais. Il était en train d'écrire la religieuse. Voilà. Mais non, mais Diderot, je disais, il est fulgurant. Et c'est lumineux, mais parce que ses idées sont profondément claires. Et donc, du coup, presque on se met en bouche la phrase. Et on se dit, mais c'est évident. Et on ne peut employer d'autres mots que les siens, en fait. On ne peut pas remplacer ces mots tellement il est lumineux. On a essayé, mais on n'y est pas arrivé. Non, c'est vrai, c'est une pensée qui va toujours de l'avant et qu'on doit jouer avec cette énergie-là. Toujours être sur la pensée qui suit et sur la parole qui suit. Mais par contre, on a une langue qui est extrêmement agréable à dire et qui peut paraître comme ça, à la lecture, pas forcément naturelle, mais dès qu'on l'emploie, dès qu'on se la met en bouche, elle est forte et elle nous porte. On se réveille avec Diderot, c'est-à-dire que quand on apprend le texte, on a des phrases, on se réveille, on a des phrases entières de Diderot qui nous viennent à l'esprit, et on se dit, il a pris possession de notre esprit. Non, mais vraiment, il est tellement, on vit avec. Il y a l'humour de Diderot. Ouais. Tout d'un coup, il y a des moments où ça décapsule, et c'est comme s'il y avait du champagne ou une mousse légère, comme dans la religieuse, un texte qui sort. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a de l'ironie. Il y a un clin d'œil qui fait que la pensée n'est jamais lourde. C'est jamais lourd. Donc il y a une légèreté qui fait que toute la pensée peut être acceptée parce qu'elle n'est pas rébarbative, elle n'est pas pesante, elle n'est pas dogmatique. C'est pas des dogmes. Voilà, ce ne sont pas des dogmes, Diderot. C'est de l'humain. C'était les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour le vendredi des chemins. Demain, l'émission sera consacrée à l'actualité éditoriale philosophique. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur la page Facebook de l'émission, où toute l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. France Culture, il est 10h50, tout de suite Martin Kénéen pour Grand Amphi.